Bonjour. Je vais vous répondre à 3 questions. Donc, la première, c'est quelles sont les obligations pour les entreprises liées à cette réforme, d'une part, et quels bénéfices elles peuvent en tirer. Donc, la première chose, c'est que cette réforme fiscale française, elle se place dans un mouvement de fond des États qui souhaitent mettre en place, et qui, pour certains d'entre eux, l'ont déjà fait, mettre en place des réformes fiscales similaires. Donc c'est le cas, par exemple, en Amérique du Sud. Donc il y a plusieurs dizaines d'années, il y a à peu près 20 ans, un certain nombre de pays d'Amérique latine ont mis en place des réformes fiscales donc, qui visent à rendre la facturation électronique obligatoire. L'objectif principal, on l'a déjà dit, c'est de limiter ce qu'on appelle en anglais le VAT gap. Donc c'est le manque à gagner de l'État par rapport à ce qu'elle ne récupère pas et ce qu'elle devrait récupérer en termes de TVA. Donc en Europe, plus près de la France, donc il y a l'Italie et la Hongrie en particulier qui ont mis en place déjà une réforme similaire. Voilà, donc c'est vraiment dans ce mouvement de fond que la réforme fiscale française s'inscrit, sachant qu'on estime que d'ici 5 à 10 ans, la majorité ou la quasi-majorité des pays auront mis en place une réforme fiscale similaire. Alors, le calendrier, on en a déjà parlé, mais globalement, une mise en place progressive de la réforme. Donc, la première échéance en juillet 2024. Donc, en réception, en capacité à recevoir des factures électroniques pour l'ensemble des entreprises et en émission pour les grandes entreprises. Donc, ça veut dire que dès juillet 2024, toutes les entreprises vont devoir être prêtes sur le sujet, au moins en réception. Puis pour les entreprises de taille intermédiaire, en janvier, la capacité d'émettre des factures électroniques en janvier 2025, et pour les petites et moyennes entreprises en janvier 2026. Alors, avant la mise en place de juillet 2024, qui est la première échéance, il y aura une phase pilote de 6 mois qui va permettre de tester de manière en grandeur réelle le bon fonctionnement du système et de faire les derniers ajustements avant la mise en place officielle. Alors, si on revient un peu sur le périmètre de la réforme, donc il y a 2 volets. Un volet facturation électronique, donc e-invoicing, qui va donc correspondre à une obligation pour les entreprises d'envoyer et de recevoir des factures électroniques dans le périmètre qu'on appelle B2B et B2G. Donc B2B, c'est entre entreprises privées, et B2G, c'est entreprises privées et entités publiques. Il y a aussi, on a parlé au-delà de l'envoi et de la réception de factures électroniques, l'échange, un certain nombre de statuts, donc qui est très, très important, parce que ça va permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus fine de ce qu'ont aujourd'hui les entreprises. En termes pour savoir si la facture a bien été reçue, si elle est bien conforme, sinon elle va être rejetée, savoir si elle est approuvée ou refusée par le client. Donc tout ça, ça va permettre d'automatiser et d'avoir une meilleure visibilité sur le processus. À côté de cette obligation de facturation électronique, il y a une obligation de e-reporting pour tout ce qui est B2C, donc vente aux particuliers, et B2B international, où là, l'obligation n'est pas autour de la facturation électronique, mais de l'envoi régulier de données agrégées sur l'ensemble des transactions, dont une certaine partie ne font pas forcément l'objet d'une facture, d'informations liées à ces transactions et aux données de paiement. Alors, en termes de... Quelles sont les opportunités? Quels sont déjà les objectifs de la réforme et les opportunités pour l'entreprise? Donc, pour l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif principal, c'est quand même et toujours de récupérer ou de combler ce gap TVA qu'on estime pour la France à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, c'est vraiment un gain important, un gain significatif, et c'est l'objet principal de la réforme. Un autre avantage de la réforme, c'est qu'on s'est aperçu dans certains pays qui l'avaient déjà mis en place lors de la crise du Covid, que finalement, même si ce n'était pas l'objectif initial,
l'utilisation de la facturation électronique et le reporting de toutes ces données de facture à l'État permettait à l'État d'avoir une bonne vision en temps réel de l'état de l'économie, ce qui s'est avéré très utile pendant la crise du Covid. Donc ça, c'est pour la partie de l'État français. Si on regarde les objectifs affichés du côté entreprise. Donc le premier, c'est d'améliorer en termes d'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la facturation électronique, c'est souvent, même dans les grandes entreprises, au moins en partie, toujours basé sur des processus très manuels et très basés sur le papier. Donc ça, c'est vraiment un gain d'économie très important pour les entreprises et une opportunité pour automatiser ce processus, d'une part, et d'autre part, d'avoir une meilleure visibilité au travers les statuts dont on a parlé, les statuts qu'on appelle les statuts de cycle de vie, et pour voir, et tout ça va permettre de limiter les durées de paiement qui aujourd'hui sont dues principalement à un manque d'automatisation des deux côtés, donc côté fournisseur pour émettre la facture et côté acheteur pour la recevoir. Donc tout ça va permettre aussi encore une fois, de réduire les coûts d'une part et de réduire la durée de paiement, ce qui est très important pour toutes les entreprises, en particulier pour les entreprises les petites et moyennes entreprises. Et à terme, autre intérêt, c'est de pouvoir pré-remplir la déclaration de TVA, donc simplifier la vie du déclarant lié à cette déclaration de TVA. Alors, avant de revenir aux difficultés, de parler des difficultés de la mise en place de cette réforme, donc en termes de bénéfices, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est que si on se projette, et beaucoup d'entreprises font du commerce à l'international, si on se projette au-delà de la France, en Europe en particulier, mais au niveau mondial, cette obligation existe ou est en train d'arriver dans les autres pays. Donc l'important et l'opportunité aussi de la réforme, c'est pour les entreprises de réfléchir à un processus de facturation, non seulement en France, mais au-delà de la France. Et ça va leur permettre d'automatiser dans une perspective beaucoup plus large que le spectre français. Et même si on voit qu'il y a quand même des spécificités pour chaque pays, donc encore une fois, la réforme et les objectifs des réformes autour de la facturation électronique dans les différents pays est assez similaire, au moins en termes d'objectifs. Quand vous regardez les détails d'implémentation, c'est souvent relativement différent. En revanche, il y a un certain nombre de formats standards, de processus standards qui émergent, au moins au niveau européen, et à terme, on espère que ces processus vont être uniformisés au moins au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité pour les entreprises de refondre leurs processus et leurs applications métiers autour de la facturation électronique sur une base d'un certain nombre de standards qui existent aujourd'hui et qui sont en train d'émerger, qui sont de plus en plus suivis, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. Alors, si on réfléchit à l'impact sur les entreprises, donc bien sûr, l'impact, il est significatif. Le bénéfice est significatif, mais le pas à franchir pour arriver à automatiser l'ensemble des flux liés à l'obligation d'e-invoicing et du e-reporting est quand même assez significatif. Donc la charge des entreprises, c'est vraiment se positionner dans le cadre d'une refonte très importante de leur SI, de leurs applications métiers et de leur processus autour de cette facturation électronique. Donc la manière de procéder, c'est vraiment de faire un inventaire des obligations en termes de facturation électronique, de e-reporting, donc cartographier d'une part les données qui sont obligatoires, qui sont nécessaires pour cette réforme, et voir dans quelle application métier et comment elles sont gérées aujourd'hui, et d'où elles vont sortir et d'où elles vont arriver dans l'autre sens. Donc ça, c'est une cartographie qu'il faut faire de manière minutieuse pour vraiment mesurer les impacts et aussi les gaps. Il y a peut-être des informations parmi les obligations obligatoires que vous ne gérez pas ou que vous ne gérez pas de manière systématique. Donc ça, c'est important de mesurer ces gaps pour rectifier les processus et, le cas échéant, faire évoluer les applications métiers. Donc ça peut être très important. Alors, quand on parle d'applications métiers,
liées à la facturation électronique, c'est tout ce qui est ERP, bien sûr, tout ce qui est système de points de vente, surtout sur le B2C, tout ce qui est web commerce, donc commerce électronique si vous en faites, tout ce qui est lié à la comptabilité, et aussi tous les processus de facturation électronique qui existent et qui risquent de ne pas être conformes. Même si j'ai dit tout à l'heure que finalement le processus de facturation, c'est un processus qui n'est pas forcément dématérialisé ou pas complètement dématérialisé chez les entreprises, beaucoup de grandes entreprises ont déjà fait le pas et ont déjà mis en place, que ce soit pour la facture sortante ou la facture entrante, des processus de ce type. Donc là, c'est important de les revoir pour être sûr qu'ils sont en conformité ou pour les mettre en conformité. Alors, un autre aspect important, on en a parlé déjà, c'est non seulement les factures, les données de facture, mais les données d'e-reporting et aussi les données d'encaissement. Donc, pour toutes les factures, et les factures dont la TVA est due à l'encaissement, les entreprises vont devoir notifier leur paiement. Donc ça, c'est une obligation réglementaire et c'est quelque chose qui n'est pas forcément si simple, puisqu'il s'agit, dans ce cas-là, de récupérer les flux de paiement et de les corréler, et donc faire ce qu'on appelle le lettrage par rapport aux factures qui ont déjà été envoyées. Alors, pour revenir à cette automatisation des flux, encore une fois, il faut vraiment se positionner dans une trajectoire européenne ou mondiale, en tout cas le périmètre géographique qui va vous affecter en tant qu'entreprise, et vraiment réfléchir dans une trajectoire de refonte. Alors, probablement, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape en conformité, on va dire minimale, que vous pouvez atteindre dès juillet 2024. Et puis après, réfléchir à cette trajectoire, à différents paliers pour arriver à un taux d'automatisation de plus en plus important pour, encore une fois, limiter les coûts, d'une part, réduire les délais de paiement, être sûr de la conformité, etc. Voilà en quelques mots les impacts principaux des entreprises. Alors, on en a parlé, mais il y a quand même un enjeu crucial, c'est vraiment tout ce qui est qualité de données. Donc aujourd'hui, on a la plupart des données dont on parle, les entreprises les ont quelque part. Avec le passage à la facture électronique, ça va obliger les entreprises à travailler sur la qualité de données pour être sûr que les données envoyées, les données gérées, les données envoyées et reçues sont gérées vraiment de la bonne manière et qu'elles ont une qualité qui va bien. Alors, voilà pour la difficulté de mise en œuvre. Donc, rapidement, l'écosystème, il y a un nouvel écosystème. Donc, aujourd'hui, on va passer d'un écosystème, entre guillemets, ou en tout cas d'une logique d'envoi ou de réception entre fournisseurs et acheteurs qui est finalement à leur discrétion en termes de format utilisé, de canal utilisé, à une logique où tout va passer par deux canaux principaux. Donc, le PPF, on en a parlé, qui est vraiment le point de concentration du reporting de toutes les données de facturation et de TVA. Et puis après, tout ce qui est acheminement des factures, donc envoi et réception de l'autre côté, qui va devoir passer soit par le PPF, soit par ces acteurs dont on a parlé, ces acteurs certifiés, qu'on appelle les PDP. Donc ça introduit une nouvelle logique et ça introduit de nouveaux canaux que les entreprises vont devoir utiliser pour envoyer et réceptionner les factures. Alors, les risques de non-conformité. Alors, la non-conformité, ça peut aller de l'envoi de factures non conformes, c'est-à-dire avec typiquement des mentions obligatoires qui ne sont pas présentes, à l'incapacité d'envoyer ou de recevoir correctement des factures électroniques. Alors, le premier impact sur les entreprises, le premier risque, c'est le risque réglementaire et tout ce qui est pénalité. Donc, il y a un certain nombre il y a des frais de pénalité de 15 € par facture qui sont plafonnés par année civile. Donc,
pour des entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, ça peut avoir un impact assez réel en termes financiers. Il y a aussi la partie pénalité de tout ce qui est lié à l'e-reporting. Donc là, c'est 250 € par transmission. Et là encore, si on ne le fait pas correctement, ça va générer des pénalités de manière assez importante. Alors, au-delà de ces pénalités, c'est vraiment une partie, mais à mon avis, ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est avoir un outil de facturation qui fonctionne correctement, en conformité avec les nouvelles obligations, et qui va vous permettre, encore une fois, d'avoir des données de qualité, donc qui va vous permettre de limiter les exceptions, et qui va vous permettre de facturer et d'être facturé de manière fluide. Sachant que si vous n'êtes pas conforme, ça va vous empêcher, ça peut vous empêcher de facturer de manière correcte vos clients et d'être facturé de manière correcte. Donc ça veut dire des délais de paiement augmentés, donc un impact financier qui peut finalement être beaucoup plus important que les pénalités stricto sensu. Voilà dans les grandes lignes sur ces 3 questions. Mathias Bonnard, c'est la voix qui vous parle. On a des questions de l'audience. Figurez-vous, a-t-on encore du temps pour participer au pilote et quelles sont les modalités? Voilà la question qu'on nous pose. Alors, le pilote, normalement, les dossiers de pilote. Donc, ce pilote, en fait, il y a plusieurs manières de participer à ce pilote, qui, encore une fois, va commencer début janvier. Donc, soit vous faites équipe avec une PDP, donc vous déposez un dossier, soit vous pouvez, en tant qu'entreprise, déposer un dossier tout seul. L'objectif, encore une fois, étant de fournir des données réelles pour pouvoir tester vraiment le système dans des conditions réelles. Alors, le dépôt des dossiers, c'était le 26 juin. Donc, normalement, à ma connaissance, il n'y a plus le dossier ont dû être déposés. Il y a possibilité éventuellement d'ajouter des membres à une équipe, donc typiquement des sociétés déjà à une équipe déjà constituée. Mais voilà, donc le délai en théorie, en tout cas, est dépassé. Une autre question, on nous dit, nous avons déjà des solutions pour dématérialiser les factures PDF. Est-ce qu'on doit remplacer ces solutions ? Alors, la facture PDF n'est pas une facture en soi conforme. D'accord ? Donc, c'est un peu une image du papier. Donc, il faut vraiment, l'objectif de la réforme, c'est vraiment de passer à des formats structurés dans lesquels on va pouvoir avoir des données qui sont clairement identifiées, qui vont pouvoir être intégrées par les acheteurs de manière automatique. Donc, si vous avez des processus de PDF, il faut les revoir pour les mettre en conformité. Alors, ça dépend si c'est la facture entrante ou la facture sortante, mais typiquement, si vous voulez récupérer, recevoir des factures papier, ce qui va être le cas, papier ou PDF, pardon, qui risque d'être le cas pendant la phase intermédiaire, donc entre le juillet 2024 et janvier 2026, vous allez avoir des petits fournisseurs, entre guillemets, qui vont continuer potentiellement à vous envoyer des PDF. Là, l'idée, vous pouvez toujours le faire pour la facture entrante, mais l'idée, c'est d'arriver des deux côtés à mettre ces factures de manière conforme, à les faire rentrer dans les réformes le plus tôt possible. Voilà. Justement, une question qui complète un petit peu ça, selon les types de transactions, est-ce que je suis forcé de sélectionner, nous demande-t-on, un PDP pour les factures entrantes et un autre pour les factures sortantes ? Ah, pas du tout. Non, la plupart des PDP, à ma connaissance, vont faire les deux. Ils sont dans l'obligation de toute façon de gérer les deux. Donc la majorité des entreprises, je pense, on verra à terme, mais vont choisir une seule PDP pour les deux. Même si les délais ne sont pas exactement les mêmes pour l'obligation de faire de l'entrant et du sortant. Exactement. Merci beaucoup Mathias Bonnard d'être venu sur ce plateau. Vous êtes le VP Product Manager chez Axwell. Merci. Merci.